Donc, on a vu ça. C'est pas mal ça qu'on avait vu, hein, que le Mont-Sainte-Hélène va jouer un rôle dans nos présentations parce que il s'agit du catastrophisme. Donc, il permet de voir, on a un exemple avec le Mont-Sainte-Hélène de qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle d'une grande amplitude peut faire, comment ça peut changer toute la géologie, changer tout l'écosystème, etc., comme le déluge de Noé aurait aussi fait. Donc, on revoit, je pense, la dernière page de notre dernière rencontre et on part de cette dernière page. On résume. Le Grand Canyon, tout comme le canyon du Mont-Sainte-Hélène, est le résultat du retrait des eaux rapides du déluge d'une amplitude catastrophique. Donc, on voit le Grand Canyon d'un côté qui est en Arizona, au Colorado, en fait, en partie qui est là. On voit qu'il y a des couches de sédiments de couleurs différentes. Là, on voit le canyon ou le Little Grand Canyon que le Mont-Sainte-Hélène a fait à Washington. Là, on va voir, puis il y a une petite rivière qui passe dans les deux au centre, qui était emprisonnée par le canyon. Donc, supposément formé sur des dizaines de millions d'années. Vraiment? Non, c'est vraiment le retrait des eaux rapides du déluge qui a formé le Grand Canyon. Comme on voit la catastrophe, le côté catastrophique là, du Little Grand Canyon, qui a été formé en une seule journée. Ce que vous voyez là, grosso modo, la majeure partie de ce qui est là, il y a une autre explosion après. Mais c'est 1 sur 40, ça a été formé en une seule journée. Fait qu'imaginez des 300 quelques jours que Noé a été il y a quasiment un an et un peu plus qu'un an, je pense que c'est 372 jours de mémoire, qui était dans l'arche. Imaginez là, sur un an, beaucoup d'eau pendant 40 jours, 40 nuits, que ça vient d'en haut, ça part d'en dessous, il y en a partout. Après ça, tu as un retrait qui est relativement rapide. C'est sûr que ça change la géologie. Donc oui, formé en une seule journée pour le Little Grand Canyon. C'est assez impressionnant. Ça nous donne un point de repère pour dire, hey, ça se peut-tu que ce soit le déluge qui ait fait ça? Donc, maintenant, on passe à un autre truc. La théorie de l'évolution propose différentes périodes de temps entre supposément le Big Bang. Donc, on voit là la première boule de feu là, éventuelle qui est là jusqu'à toutes les couches toutes les couches de sédimentation lorsqu'on monte là, dans la géologie et ce qui représente notre ère maintenant. Donc, le Jurassique, peu importe, là, tout est là. Donc, sur une période de 4,5 milliards d'années, il se serait formé différentes couches géologiques contenant des fossiles et les vestiges de cette longue évolution. Voyez-vous, là, les couches fossiles. Donc, au bas de cette charte se trouveraient les éléments les plus primitifs de l'évolution, soit les crustacés, les mollusques, donc les formes les plus simples. Le problème, c'est que, donc, jusqu'à la couche jurassique, les formes les plus complexes, on trouve des autres dinosaures éventuellement jusqu'à une période plus récente où nous pouvons trouver les vestiges de civilisations anciennes selon l'évolution de l'espèce humaine, supposément. Ouais. À cette région-là. Donc, selon la théorie de l'évolution, les couches de strates de sédiments géologiques se sont accumulées les unes par-dessus les autres à travers une longue période de temps depuis la formation de notre planète il y a 4,5 milliards d'années. Là, j'ai mis cette image-là parce qu'on voit là, justement là, des couches de couleurs différentes. Donc, il serait déposé tout ça, c'est dans le déluge tout en même temps pendant que les eaux bougent, tous les sédiments. Donc, les couches géologiques et les couches fossiles. Il est plutôt étonnant de pouvoir observer les méthodes supposément scientifiques qui ont été utilisées afin d'obtenir la datation des roches ou des couches géologiques et la datation des fossiles. Le rester assis, ça vaut la peine. Afin de dater une roche, une de ces méthodes consiste à comprendre à quelle couche de fossilisation celle-ci appartient. Donc, comment on date une roche? Tu checkes dans quelle couche de fossiles elle se trouve. Ça va? Ça va? Tout le monde est parfait, excellent. Donc, la roche, dans quelle couche de fossilisation, puis le fossile, bon, ben, il est là. On continue, c'est important, là, restez assis. Afin de dater un fossile, une de ces méthodes consiste à comprendre à quelle couche géologique celui-ci appartient. Date, qu'est-ce que vous comprenez? Rien, ben c'est parfait parce qu'il n'y a rien à comprendre.
La datation des roches dépend de la séquence évolutive des fossiles, mais l'interprétation évolutive des fossiles dépend de la datation des roches. Ça fait, c'est pas une blague, là. Je suis pas en train de faire une farce, là. C'est sérieusement ça. Un grand scientifique en géologie a dit, les roches datent les fossiles, mais les fossiles datent les roches avec encore plus de précision. Là, c'est du monde intelligent, ça, là. Ouais. You rock. Wow, hein? Capoté. Ce système de calcul évolutif implique donc un raisonnement circulaire. Ouais. Un raisonnement circulaire. Le problème de la pensée circulaire concernant la couche de fossiles, des formes des vies les plus simples. Au bas de cette charte se trouvent les éléments les plus primitifs de l'évolution, soit les crustacés, les mollusques, etc. Vous avez vu, on a vu ça tantôt, là? À cet endroit-là. Le problème de cette pensée circulaire est lié au fait que ces formes de vie étant associées au fond marin ont toujours été et sont encore aujourd'hui toujours au bas de toute forme de vie. Ils sont dans le fond de l'eau. Ils vont toujours rester dans le fond. C'est là qu'ils sont supposés être. Mais il y a d'autres problèmes avec ça. Ça marche pas, les affaires, ça tient pas de bout. Ainsi donc, cette idéologie de la théorie de l'évolution ne représente en rien une preuve de quoi que ce soit. Tu peux pas dire les mollusques sont dans le bas. Ben, les mollusques ont toujours été dans le bas. Ils sont encore aujourd'hui dans le bas. Pas de représentation. Donc, c'est comme le jingle des saucisses high grade. Plus de gens en mangent, plus ils les aiment, plus ils les aiment, plus ils en mangent. Les chiens qui se courent après avec eux. C'est circulaire. En dépit de ce non-sens évolutionniste, nous trouvons bel et bien des évidences de fossiles précambriens dans les hauteurs des montagnes, incluant le mont Everest. C'est ça le problème. C'est que ça marche pas leur affaire. Il n'y en a pas juste en bas, il y en a d'en haut de la montagne. Qu'est-ce que ça fait là? Ces évidences portent à la conclusion qu'une catastrophe liée à l'eau a jadis pris place sur la Terre, et ça de manière globale. Rien ne ressemble plus à du calcaire que du calcaire, d'accord? C'est bien ça. Ça, c'est un exemple du Grand Canyon. Donc, Grand Canyon. Si nous devions remettre en main à un géologue une partie du calcaire provenant du Grand Canyon, calcaire, des millions d'années entre, supposément. Comment celui-ci arriverait-il à déterminer à quelle partie de la charte géologique appartient ce calcaire? Il ne saurait pas. Ben, ils sont composés de la même affaire. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Dis-moi dans quelle partie tu l'as pris. Il m'a dit quel âge ça a. Autrement dit, donne-moi un indice, puis là, il m'a dit l'âge que tu vas entendre. C'est tout le temps de même. Comment celui-ci arriverait-il à déterminer? Ah, on le sait, l'index des fossiles, vous avez raison. Eureka, c'est comme ça qu'on va le faire. Le problème est que chacune des couches géologiques du Grand Canyon contient des fossiles marins, donc ils ont les mêmes propriétés. Ils ne seraient pas capables, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à du calcaire. Il y a du calcaire. Puis il y a du calcaire à 2 niveaux dans le Grand Canyon. Il y a supposément des dizaines de millions d'années entre les deux. Donc, la réalité est que dans un scénario catastrophique tel qu'offre le récit du déluge de Noé, ces différentes couches de sédiments ne prennent que peu de temps à se former en se déposant les unes sur les autres. Ça prend pas des dizaines de millions d'années, ça prend pas beaucoup de temps, comme on le voit pour ce qui est du mont Sainte-Hélène et de l'éruption volcanique. Donc, afin de comprendre davantage comment la réalité du déluge d'eau a pu sculpter le paysage autour du Grand Canyon, donc on voit ici le mont Sainte-Hélène, 1978, et après l'éruption en 1980. Donc, on voit qu'une partie de la montagne s'est affaissée. C'est ça qui a créé la boue, toute la cendre, etc., etc. Nous pouvons encore une fois regarder aux évidences que nous a laissé les événements catastrophiques causés par l'éruption du mont Sainte-Hélène. Jusqu'à 600 pieds d'épaisseur. Avez-vous une idée là, du 600 pieds? Tu regardes quelqu'un de 6 pieds 5, tu le trouves grand. Là. 600 pieds d'épaisseur de nouvelles strates se sont formées au mont Sainte-Hélène.
Ces dépôts se sont accumulés à partir du souffle d'air du volcan, des glissements de terrain, des coulées volcaniques, des coulées de boue, etc. Donc, je sais pas si vous voyez, là, ceux qui voient bien, là, il y a une personne qui est là. Dans le creux, grosso modo, dans le creux du canyon présentement, qui s'est formé en une journée. Et on voit, je sais pas si vous voyez, il y a des strates qui se sont déposées. C'est une journée. C'est pas des millions d'années, là. Donc, une accumulation formée en 3 heures seulement. Mais quand tu regardes ça, puis tu le sais pas, puis tu arrives, tu sais, mettons, là, tu as un nouveau monde. Là, on sait, parce qu'on l'a vu, puis ça a été filmé, le mont Saint-Hélène en éruption. On pourrait se bien arriver et dire, ça s'est formé sur des millions d'années. On pourrait compter un conte de fées avec ça, parce qu'on n'aurait pas d'évidence. Mais là, on l'a, l'évidence. Et là, si on a l'évidence de ça, est-ce qu'on peut appliquer la même évidence pour le reste des scénarios qui ont l'air catastrophiques, comme le Grand Canyon? Non. Bon, pas le choix, ben. C'est ça la réalité. Donc, en 3 heures seulement, les accumulations les plus surprenantes sont peut-être les dépôts de coulées pyroclastiques amassés à partir de boue fluide, laissant sur le sol des débris volcaniques fins, donc très très fins, qui se sont déplacés à grande vitesse sur le flanc nord du volcan. Donc, le 12 juin 1980, une troisième explosion majeure provoque une stratification de 8 mètres d'épaisseur, une journée, 8 mètres, qui provoque l'étonnement. Traditionnellement, on disait que les strates successives nécessitaient de longues périodes de temps. Voyez-vous le conte de fées, là? Quand tu ne sais pas, tu peux dire n'importe quoi. De longues périodes de temps pour se former. Mais ici, en 21 heures, entre 21 heures et minuit, donc c'est 3 heures, ça, plus de 100 couches se sont formées. En 3 heures, il y a 100 couches identifiables qui se sont formées. Ces dépôts comprennent, imaginez le déluge, les dommages que ça a pu faire, puis en combien de temps ça a pu faire des choses que on peut compter comme étant des contes de fées, ça a pris des millions d'années. Donc, ces dépôts comprennent de fines couches de lamelles de cendres, de pierres ponces, d'1 millimètre d'épaisseur à plus d'1 mètre d'épaisseur, chacune ne représentant que quelques secondes à plusieurs minutes d'accumulation. Conclusion. Le catastrophisme nous offre la clé pour comprendre les événements du passé. Le mont Saint-Hélène, le Grand Canyon. Même affaire, 2 échelles différentes. Une journée, 2 explosions, mais grosso modo, quelques heures. En quelques heures, s'est formé le canyon du mont Saint-Hélène. Et en quelques jours, probablement, s'est formé le Grand Canyon après le retrait des eaux rapides du déluge. Les événements récents du mont Saint-Hélène sont tels une fenêtre ouverte afin de nous aider à mieux comprendre le résultat qu'un événement tel que le déluge biblique a pu apporter dans plusieurs régions du globe, incluant le Grand Canyon. Formation en quelques jours seulement par une catastrophe locale, formation en quelques semaines seulement par une catastrophe globale. That's all, folks. À la semaine prochaine.